J'aurai le plaisir de présenter cette journée avec différents intervenants. Caroline Moulin-Schwartz, qui nous rejoindra un peu plus tard, Florence Puybarreau, des Assises, et puis Alain Bouillet, délégué général du Césin, qui est juste là avec moi sur le plateau et qui nous a fait l'amitié de passer une partie de cette journée avec nous. Alain, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et bonjour à tous. Alors Alain, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire justement sur quoi le Césin a-t-il travaillé au cours de ces derniers mois? Et je le disais très rapidement, très riche en activités. Alors je n'ai même pas cité SolarWinds en termes d'attaque, mais j'aurais pu les citer, j'aurais pu parler de Capcom qui a encore été attaqué hier, un éditeur de jeux. Enfin bref, il y a beaucoup, l'actualité est riche. Sur quoi est-ce que vous avez travaillé de votre côté ces derniers mois? Bien, en fait, on a travaillé sur, évidemment, cette crise sanitaire qui a renvoyé pratiquement tout le monde à la maison et avec son corollaire de sujets de cyber qui n'ont pas d'ailleurs été forcément exacerbés par par la crise sanitaire, mais le fait qu'en effet on se soit retrouvé avec finalement la seule chose qu'on n'avait pas externalisée dans l'entreprise, c'était les utilisateurs. Et là, voilà. Et là, on s'est retrouvé en effet avec un patrimoine informationnel très largement externalisé, donc ça veut dire très largement exposé, des utilisateurs plus dans l'entreprise et donc ne bénéficions plus, par exemple, du contrôle d'accès physique. Hein. Quand vous êtes chez vous, on espère que la personne qui est derrière l'écran, c'est bien celle qu'on croit. D'où des questions sur l'authentification forte, le MFA. Bien sûr, les ransomware, ça n'a pas arrêté pendant cette période. Est-ce que ça a été augmenté ou pas? J'en sais trop rien, mais le fait est qu'effectivement, on a vu beaucoup de membres du Césin victimes de ce genre de cyberattaque et être du coup confrontés à toute la problématique de gestion de crise autour de ça, avec des arrêts d'entreprises plus ou moins longues, des hôpitaux également. Et puis, vous parliez de SolarWinds, je pense qu'on a tourné une page là d'un nouveau genre qui s'est reproduit ces derniers jours, où finalement les hackers peut-être trouvent plus intéressant non pas de pirater les entreprises qu'elles ciblent, mais pirater un fournisseur de logiciels utilisé par les dites entreprises. Donc la vraie question, et c'est d'ailleurs le sujet de notre prochain congrès que nous organisons au mois de décembre à Reims, c'est finalement, est-ce qu'on va continuer à courir comme ça après le patching et passer sa vie finalement à mettre des pansements sur notre système d'information, y compris celui qu'on a externalisé, et pas plutôt réfléchir à comment finalement avoir enfin cette security inside dans les produits qu'on achète, et pas seulement, je ne parle pas des produits de sécurité, je parle de tous les logiciels. L'ensemble des produits, bien sûr. La qualité aujourd'hui de la sécurité des logiciels est évidemment discutable, hein, puisque c'est par là que pratiquement toutes les attaques se passent, les vulnérabilités dont on parle souvent et qui sont en explosion, enfin vraiment exponentielle. Et je crois qu'en effet, la nouvelle ère qui s'ouvre vers nous, c'est alors évidemment, on va pas aller dans du zéro trust absolu sur les logiciels qu'on utilise. On va pas scanner les mises à jour de Microsoft tous les patch Tuesday, mais n'empêche que il faut se poser la question du cyberchaos. Hein, qui peut en effet, pas encore là, mais qui peut en résulter en tout cas. Oui. On a tous les ingrédients finalement, tous les ingrédients. Il suffit, on voit bien, hein, SolarWinds c'est l'exemple. Il suffit d'attaquer un logiciel que les cibles utilisent pour justement atteindre ces cibles. Alors, soit les cibles, en effet, elles se prémunissent de ce genre de problème, mais je vois pas comment on va pouvoir, en effet, scanner toutes les mises à jour de tous les logiciels qu'on reçoit tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser la question en amont. Et de voir comment, finalement, ces logiciels peuvent être davantage sécurisés. Bon, on creusera et on essaiera avec nos différents invités de prolonger cette réflexion, et cette première réflexion, hein, tout au long de la journée. Je vous rappelle d'ailleurs, au passage, que vous pourrez poser vos questions tout au long de la journée, et suivant le temps dont on disposera, eh bien, on les posera aux intervenants, on les posera peut-être Alain, qui est avec moi, pourra même parfois répondre, ou apporter en tout cas son expertise de membre du Césin. Alors pour commencer cette journée, j'aimerais d'abord donner la parole
à un représentant de l'État, je dirais, et on va voir avec cette première intervention comment les pouvoirs publics s'organisent pour mieux résister à cette vague de ransomware, en tout cas cette vague de cyberattaques qui tombe, et Alain le disait, aussi bien sur les organismes publics que sur les entreprises privées. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Leonetti, qui est substitut du procureur de la République sur la juridiction interrégionale spécialisée section économique et financière. Xavier, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Bacvet, merci pour votre invitation. Bon, je ne me suis pas trompé au niveau du titre, je ne me suis pas trompé, hein. J'ai essayé de tout dire. Pas du tout, c'est parfait. Bon, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter les toutes dernières minutes, hein. On introduisait avec Alain, on parlait justement d'une part de la vague de cyberattaques qu'essuyaient d'une part les entreprises, mais également les organisations. Il y a eu, je crois, un conseil de défense, il n'y a pas si longtemps. Quelles en ont été les dernières, en gros, les grandes lignes, les lignes de force de ce Conseil de défense? Alors, rentrer dans le détail du Conseil de défense, je dirais, je n'ai pas la compétence pour le faire, puisque seuls les membres pourraient le faire, et notamment le président de la République et les ministres, puisque c'est classifié. Mais on est au cœur, finalement, de la sécurité de l'information. Mais vous dire les grandes lignes de l'action de l'État, quelles sont-elles? C'est déjà rebondir sur ce que disait M. Bouillet, c'est-à-dire qu'il y a une forme de course après les cyberattaques et l'action des auteurs. On qualifie souvent le monde cyber d'un Far West où les données personnelles, où les informations, les sommes numéraires seraient le nouvel or, les nouvelles éléments qui permettent de s'enrichir dans le monde cyber. Eh bien, un peu comme cette image du Far West, nous sommes en train d'établir des points de shérif, des nouvelles juridictions, des normes et des frontières qui vont permettre de réguler. Alors réguler l'espace cyber, c'est un vaste programme, me direz-vous, mais quel est l'enjeu? Aujourd'hui, nous avons à peu près au niveau mondial 1% du PIB qui est frauduleusement détourné et qui part dans les cyberattaques. C'est le coût des cyberattaques aujourd'hui dans le monde, 1%. En France, sachez qu'une entreprise, une PME sur 5 est visée par une cyberattaque chaque année et que 60% de ces entreprises visées vont mettre la clé sous la porte à l'issue de l'attaque. Donc vous voyez l'enjeu économique, l'enjeu de croissance dans la période que nous connaissons, et c'est pour ça que je qualifie souvent les attaques cyber de pandémie cyber, parce que nous devons faire face à des vagues successives qui sont autant de variants qui sont en fait les adaptations des délinquants aux réponses que nous pouvons mettre en œuvre. Alors vous m'avez posé une question précise, que fait l'État ? Tout d'abord, l'année dernière, le président a déployé un projet de 1 milliard d'euros en France d'investissement, à la fois dans la protection cyber, le renforcement des systèmes de protection, mais également la collaboration, la coopération publique-privée en la matière, et ça c'est essentiel. L'État ne doit pas rester seul dans son coin à imaginer la politique publique cyber, mais à le faire avec les acteurs de terrain, c'est-à-dire les entreprises et les professionnels du cyber. Ensuite, le dernier Conseil de défense dans les lignes stratégiques, c'est d'acter également la nécessité de mettre en œuvre des moyens au niveau des services de police, au niveau de la justice, afin de renforcer la chaîne pénale qui puisse à la fois investiguer et juger les auteurs d'attaques. Ces auteurs d'attaques sont souvent, Xavier, des groupes étrangers. Alors ils peuvent être d'origine supposée, je dis bien russe, coréenne, chinoise ou que sais-je. Comment est-ce que l'État, justement, peut réagir face à des entités qui n'ont finalement aucune forme, pas de forme juridique, certainement pas d'ailleurs, pas de forme concrète? Comment est-ce que l'État, et quelles mesures l'État pourrait-il prendre pour mieux résister face à ce type d'entité? Alors, vous avez parfaitement raison, nous sommes dans un rapport du faible au fort, c'est-à-dire que des groupuscules vont pouvoir, ce sont les faibles, si je puis dire, s'attaquer à des puissances publiques. Et qu'ils soient d'origine, quelles que soient leurs origines géographiques, ils vont être en mesure de bloquer des systèmes, on pense aux hôpitaux, donc de santé, de bloquer des systèmes publics et donc de créer, le mot a été évoqué précédemment, un chaos. Eh bien, l'objectif, c'est d'anticiper ces attaques à travers des systèmes de protection, et je vous le disais, c'est le rapport du glaive et du bouclier. Il faut un peu comme dans la mythologie romaine,
créé une frontière, c'est-à-dire ce que faisait Romulus. Il a créé une frontière autour de Rome, enfin disons en créant la frontière de Rome, et dire voilà, là vous ne passez pas. Et c'est un peu l'idée qu'a défendue le président Biden lors du dernier sommet de l'OTAN, en voulant inscrire les cyberattaques au titre des préjudices, si je puis dire, qui pourraient relever de la compétence de l'OTAN, avec toutes les conséquences politiques, diplomatiques et juridiques que cela pose, parce que l'OTAN, c'est une organisation militaire. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, les cyberattaques entrent dans le champ, finalement, de la réponse graduée, presque militaire. Et se posent donc les questions, maintenant, si demain des États s'attaquaient entre eux, et c'est déjà produit au moyen d'actions cyber, que pourraient être les conséquences en matière de légitime défense, entre guillemets, diplomatique et militaire, au sens de l'article 5 de l'OTAN. Je refais un tout petit pas en arrière et je reviens maintenant sur notre réalité nationale. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des outils qui sont pensés notamment du côté de la justice. Il y a la police est formée aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui on a une police, une gendarmerie qui est de mieux en mieux formée pour répondre notamment à ce type d'offensives qui se produisent très souvent, on le sait, le vendredi soir, quand l'entreprise est peut-être moins sur ses gardes. Comment l'État, lui, de son côté, peut-il aujourd'hui mieux accompagner ces entreprises? Vous avez parlé des PME, bien sûr, elles ont également besoin de défense, mais on parle également des grands comptes. Comment est-ce que l'État aujourd'hui, et quel type de dispositif l'État met-il en place, ou en tout cas imagine-t-il, à défaut, pour mieux accompagner ces structures qui se retrouvent confrontées à des vagues de cyberattaques qui sont très souvent très invalidantes pour elles? Alors, vous avez raison, il y a différents modes d'action de l'État qui sont, si je puis dire, des modes d'action gradués, en fonction de l'intensité de la menace, mais également en fonction de la qualité de la victime. Alors, quand je dis qualité, c'est une qualité presque juridique, qui est une qualité statutaire. On va parler évidemment des entreprises du CAC 40 et de certains opérateurs que l'on qualifie d'opérateurs d'importance vitale, dont, comme leur nom l'indique, l'importance est nécessaire au fonctionnement de la nation. Eh bien, lorsque ces opérateurs, ces très grandes entreprises sont visées, elles vont avoir le soutien, l'accompagnement de services de l'État tels que l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mais également de services spécialisés qui vont leur permettre de bloquer l'attaque, de récupérer les systèmes qui auraient pu être entravés à travers un ransomware, c'est-à-dire un système de rançonnage. On bloque l'entreprise avec un virus et on demande de l'argent pour débloquer le virus. Eh bien, là, les ingénieurs vont travailler. Ensuite, en parallèle, vous avez l'action judiciaire qui va permettre d'identifier les auteurs. Alors, ça, c'est le niveau le plus intense, c'est le haut du spectre. Mais vous avez également un dispositif pour les PME-PMI que j'ai cité et qui représente le terroir de notre économie. Et ce dispositif, en lien avec l'ANSSI, ce sont d'autres établissements publics qui sont liés à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, vont permettre à la fois de détecter les menaces, parce que une PME, c'est un homme orchestre et non pas un chef d'orchestre. Le chef d'entreprise n'est pas toujours en mesure d'avoir les bons réflexes de sécurité. Donc l'État et des partenaires privés vont l'accompagner. L'État va, par exemple, avec des opérateurs qui sont agréés, donner l'opportunité d'être suivis par des opérateurs privés dans la durée, et dans le même temps, va diligenter, comme je vous le disais, des enquêtes et mettre notamment juridique pour récupérer cet argent a été transmis à des délinquants, pour récupérer cet argent. Alors quand je parle de moyens juridiques, tout simplement en actionnant des moyens, notamment avec les services TRACFIN qui dépendent du ministère de Bercy, qui permet ce moyen-là de bloquer l'argent où il se trouve dans une banque à l'étranger et de le faire revenir. En fait, l'État, puissance publique, se mobilise au moyen de ces leviers, qu'ils soient juridiques, opérationnels ou bien politiques, diplomatiques. Alors là, vous abordez, Xavier, la question du paiement, la question de la rançon. Est-ce que finalement, il n'est pas trop tard lorsque l'entreprise a payé, parce qu'on sait, et je le sais pour avoir parlé avec certaines d'entre elles, que certaines entreprises choisissent la voie, en tout cas, de ce qu'elles considèrent comme une voie de la facilité, c'est-à-dire qu'elles cèdent au chantage, elles payent des rançons. Est-ce que là, il est déjà trop tard pour intervenir, ou est-ce que l'État peut encore agir? Est-ce que l'ANSSI peut encore agir au-delà de tout ce qu'elle fait déjà? Comment est-ce qu'on peut aider des entreprises, en gros, qui ont choisi de payer?
Alors, quand vous dites trop tard, vous avez raison. Est-ce qu'il est trop tard? C'est une bonne question. Mais la question dépend aussi à qui elle se pose. Pour un chef d'entreprise, le temps, c'est de l'argent. Et donc, tout ransomware qui va bloquer, par exemple, un site de commerce en ligne, va coûter des millions à la journée et des milliers d'euros chaque heure, voire chaque minute. Donc, le temps est vraiment contraint dans l'urgence. Le temps de l'État et le temps judiciaire, chacun sait, est évidemment pas dans cette urgence-là. Donc, il faut bien dissocier, finalement, deux niveaux d'action et deux types de réponses. Le premier type de réponse, c'est de faire en sorte que l'argent ne parte dans l'entreprise, les salariés, pour leur dire quels sont les modes d'attaque et comment vous pouvez les éviter. Lorsque l'attaque a eu lieu et que l'argent est parti, eh bien, comme je vous le disais, on peut, avec des services comme Tracfin, avec d'autres services de l'État, faire en sorte, ou même avec les banques, faire en sorte de faire des signalements. Alors avec Tracfin, on parlera évidemment des déclarations soupçons, mais on peut faire en sorte de bloquer l'argent là où il se trouve, afin de déjà éviter qu'il aille plus loin et qu'il soit ensuite blanchi ou retiré sous forme de crypto-monnaie ou en espèces. Et une fois que cet argent est bloqué, on est presque sûr de pouvoir le récupérer. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois avec un avocat qui est venu me voir et qui m'a dit « Mon client s'est fait escroquer, le terme n'est pas exact, mais c'est ça, escroquer de 300 000 euros qu'il a viré à un escroc qui s'était fait passer pour un fournisseur. » Eh bien, on a pu récupérer cet argent par le moyen que je viens d'indiquer, c'est-à-dire en le bloquant, puis ensuite en le rapatriant via les places bancaires. Le deuxième temps, qui est un peu plus long, c'est le temps judiciaire, qui va permettre de remonter les traces, un peu comme un chien de piste qui va remonter la trace olfactive d'un auteur. Et bien là, on remonte les traces financières, on peut remonter les traces notamment liées par les chaînes les blockchains concernant les crypto-monnaies. Il y a différents moyens qui sont mis en œuvre, que ce soit en France, mais également aux États-Unis. Vous imaginez bien que le FBI est très en pointe sur ce sujet, et cela permet, dans un temps un peu plus long, d'arriver à couvrir l'autre aspect de la réponse, c'est-à-dire la réponse judiciaire, savoir qui sont les auteurs, les interpeller, les condamner. J'imagine votre question, vous allez me dire, mais peut-on interpeller des gens lorsqu'ils sont dans des pays d'Europe de l'Est, voire dans d'autres pays? Oui, ça se produit. Ce n'est pas évidemment systématique, puisque là, je l'évoquais, c'est une question qui est souvent politique et diplomatique, mais cela fonctionne, donc il ne faut jamais perdre espoir. Je reviens un instant sur ce que vous disiez à l'instant, notamment l'exemple de nos voisins américains. Est-ce qu'on peut imaginer, alors je pense qu'il faut plutôt voir au niveau européen, pas uniquement français, mais des opérations comme celle montée par le FBI, qui, j'ai plus le nom exact de l'opération en tête, mais elle a consisté à une distribution en fait de téléphones qui étaient, sur lesquels il y avait en gros une fenêtre qui était ouverte, et cette fenêtre, elle a été exploitée par le FBI pour remonter finalement la piste de ces criminels. Est-ce qu'on peut imaginer ce type d'opération en Europe? Et est-ce que l'avenir, finalement, eh bien, c'est au-delà de la réaction après les attaques, c'est justement essayer de remonter directement les groupes de cybercriminels avec des opérations lancées par des organisations et des agences américaines ou on peut imaginer demain européennes? Oui, vous avez parfaitement raison. Alors, le système dont vous avez parlé, c'est le programme Anom, qui est un téléphone qui a été vendu en fait par le FBI, qui est un téléphone crypté que les délinquants ont acheté pensant avoir une solution de cryptage, et en fait ils utilisaient un téléphone du FBI. En France, une opération, on va dire pas du même type, mais presque, s'est déroulée. C'était les premières opérations en Europe de ce type-là. Elles ont été médiatisées depuis. Deux opérations, Encrochat et Sky, qui ont été menées par nos homologues de Lille, la GIRS de Lille, qui a en fait permis d'infiltrer un système de crypto-communication, Encrochat notamment, et donc de décrypter, donc de désanonymiser l'ensemble des SMS, des communications, ce qui représente des millions d'échanges, et qui a permis au niveau européen, via Europol et Eurojust, de lancer des enquêtes dans l'Europe entière concernant des projets d'assassinat, des projets de trafic, l'ensemble de l'activité criminelle sur le territoire européen qui utilisait ces solutions de téléphone crypté. Alors oui, c'est l'avenir. C'est un avenir pourquoi? Parce que c'est un peu comme dans le monde réel. Lorsque l'attaquant a un nouveau missile, il faut développer un bouclier antimissile qui soit encore plus performant. C'est virus, antivirus. C'est l'histoire du monde. Je citais le glaive et le bouclier.
Cette innovation, elle est à la fois technique, mais aussi juridique. Permettre à l'État d'avoir les lois et les règlements, les capacités judiciaires de pouvoir investiguer, car au final, ces investigations ne sont pas faites pour le plaisir, mais pour protéger nos concitoyens et surtout le patrimoine économique de notre pays. Avant de revenir à vous, Xavier, juste une question pour vous, Alain. Tout ce qu'on a abordé comme problématique, là, avec le substitut du procureur, est-ce que ce sont des sujets, alors on est plutôt du point de vue juridique, j'ai envie de dire, est-ce que ce sont des sujets aujourd'hui que vous abordez au Césin, notamment dans vos commissions? Est-ce que ce sont des sujets que veulent aborder toutes les organisations qui sont présentes au sein du Césin? Oui, c'est évident. Et en fait, on a des partenariats avec tous ces organismes étatiques, justement, pour pouvoir mieux comprendre, coopérer. Mais je dirais qu'on est quand même face... on le voit bien, à une sorte de basculement finalement de la cybercriminalité, de la criminalité plutôt ordinaire vers de la cybercriminalité elle aussi ordinaire, parce qu'il n'y a pas que des grandes, cyberattaques dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi des petits malfrats qui trouvent sur Internet des modes d'emploi très faciles à utiliser pour cyberattaquer une PME et extorquer peut-être pas des grosses sommes d'argent pris globalement, mais individuellement, c'est fait toujours très mal à l'entreprise. Donc je pense qu'effectivement, nous, les entreprises, on protège le patrimoine informationnel. On n'est pas censé courir après les voleurs. Ça, c'est le travail, en effet, de la police et de la justice. Et la question qu'on pourrait se poser, et je profite de cette occasion, c'est finalement ce basculement de la cybercriminalité ordinaire de la criminalité ordinaire, décidément, vers la cybercriminalité ordinaire. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi à envisager un basculement en termes d'effectifs, de formation de la police-justice dans ce secteur-là, parce qu'on voit bien que les banques se font plus attaquer par des braquages. Les braquages, ils se font par Internet et ils se font en effet avec des technologies que la police et la justice doivent probablement beaucoup mieux maîtriser, enfin de manière plus large. Oui. Et on sent ce déséquilibre quand même s'opérer ces temps-ci avec ce changement de paradigme finalement. Elle est intéressante cette remarque puisqu'elle fait directement écho à une remarque qu'avait faite Xavier lorsqu'on avait préparé cette émission et qui disait que justement aujourd'hui braquer une banque, ça se faisait de moins en moins. C'est beaucoup plus facile d'attaquer une banque par son système informatique, d'attaquer une entreprise par son système informatique, que de le faire. Et c'est ce que vous disiez, Xavier, quand on préparait cette émission, c'est qu'aujourd'hui, on a des groupes qui ne prennent plus de risques, finalement. Ils ont quasiment des solutions sur étagère. Est-ce que ça veut dire, Xavier, que demain, finalement, et c'est ce que disait Alain à l'instant, est-ce que demain, ça veut dire que, finalement, les forces de police vont devoir évoluer, la police, la gendarmerie, va devoir évoluer encore beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer et qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent? Oui, l'État doit s'adapter en permanence. Il doit évoluer par rapport aux propres évolutions du monde économique et de la délinquance. On citait les banques. Les banques ont connu une évolution majeure et donc la sécurité avec elles, puisqu'il n'y a quasiment plus de vol à main armée dans les banques. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus d'argent. Et de fait, on assiste à une évolution entre le monde réel et virtuel. C'est que le virtuel permet d'attaquer un grand nombre de personnes et de prendre moins de risques puisqu'on n'est pas au contact de la victime. Alors oui, les forces de police et la justice sont en train de monter en puissance à la fois en effectifs, en compétences, en moyens juridiques, afin de, je parlais de pandémie cyber, afin de permettre d'anticiper et d'absorber les vagues successives d'innovation de cyberattaques et de faire en sorte, parce qu'on a parlé des entreprises, des petites entreprises, mais je vais aller plus loin, de faire en sorte d'apporter une solution éthique et de justice pour chaque citoyen, car on parle des entreprises, mais je pense aussi aux couples de personnes âgées qui se font escroquer leur livret A. Je pense que le préjudice est immense. On parlera d'une atteinte qui est purement financière, mais en fait, c'est une atteinte profondément physique et psychique pour ces victimes qui vont sentir finalement une injustice de voir l'argent d'une vie partir dans les mains de cyberdélinquants. Et c'est là aussi que nous allons porter notre action.
Alors une dernière question, on a encore un tout petit peu de temps, peut-être une avant-dernière question, et je reviens sur ce que vous abordiez il y a quelques minutes, qui est la question des crypto-monnaies. Il y a de plus en plus de groupes criminels qui choisissent de se faire payer en Bitcoin ou en Ethereum, que sais-je, parce que ce sont des crypto-monnaies qui sont difficilement traçables, enfin quoique, vous le disiez tout à l'heure, on arrive maintenant de plus en plus, il y a eu quelques exemples dans l'actualité ces derniers temps, à remonter finalement la chaîne des criminels qui ont demandé à être payés en crypto-monnaie. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et comment est-ce que demain surtout, vous allez accompagner des entreprises qui choisissent de céder encore une fois au chantage et de payer des rançons en crypto-monnaie? Parce que justement, les criminels savent qu'ils seront retrouvés en tout cas plus difficilement. Alors l'objectif, c'est évidemment de récupérer l'argent, et puis au-delà d'un rançonnage, je dirais que l'objectif judiciaire, il est double. Il est à la fois d'interpeller et d'avoir des condamnations des auteurs, je dirais, classiques, tels que vous pouvez les concevoir, les peines d'emprisonnement ou d'amende, mais il y a un objectif majeur qui sont les saisies. Et nous sommes engagés, le ministère de la Justice est engagé avec l'agence de recouvrement des avoirs et des biens saisis pour créer justement une dynamique de saisie des crypto-monnaies, faire en sorte que nous saisissions plus. Alors les saisies, je dirais, réelles se multiplient. Pour vous donner un exemple, entre 2019 et 2020, au tribunal judiciaire de Marseille, nous avons augmenté les saisies de 292%. Ce sont des éléments fondamentaux pour montrer l'impact de la justice vis-à-vis de la criminalité organisée. En matière de crypto-monnaies, nous souhaitons également aller plus loin. Et évidemment, par la nature même des crypto-monnaies, nous avons des moyens de traçage qui vont peut-être être plus intéressants que le billet de banque qui sera... Enfin, je dis quand le billet de banque, ce sont souvent des milliers de billets de banque qui sont transportés d'un point A à un point B en voiture sur l'autoroute. La crypto-monnaie est un peu différente, mais elle offre d'autres moyens de traçage.